Alors peut-être que vous voyez pas tellement, ou pas tout à fait les liens entre les deux pratiques. Ouais. Donc C'était il y a 2 ans. c'était il y a 2 ans notre rencontre. Je te laisse en Il y parler. il y a un peu plus de 2 ans, donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une partie de déconstruction des peurs, des culpabilités, etc. Il y a la partie travail sur le corps, donc ça, j'avais été formé par François Roustan. Monsieur Roustan étant dans une notion qui était, vous savez faire du Roustan, c'est très bien, mais vous n'êtes pas Roustan, faites du Sansfelder. Roustan disparaît avec Roustan. Voilà, donc il m'avait renvoyé dans mes platanes, c'était pas un gourou. Et le but du jeu étant que je sois une personne à part entière, et non pas que je fasse du Roustan. Et oui, mais il y a des gens, ils vont pas sous hypnose. Et puis il y a un des trucs que moi j'adore dans mon boulot, c'est qu'on peut changer, etc. Moi, refaire tout le temps la même chose, m'intéresse pas, il faut que ça bouge. Bon, donc je cherchais des pratiques pour justement enlever les tensions, pour agir sur la carte. Des pratiques autres que l'hypnose que je pratiquais déjà. Donc j'allais voir des trucs. Et en général, au bout de 2 heures, je partais parce que je pensais que j'étais chez des fous, ou je me disais c'est dangereux, etc. Et j'ai entendu parler, donc j'avais entendu parler de la méthode Villefard, j'avais entendu parler du souffle-voix, de la pneumaphonie, tout ça. Et donc j'apprends que Benjamin Grenard venait faire un stage à Quimper, donc je me dis, je vais aller faire un tour. Donc comme tous les thérapeutes, quand on va faire un stage dans lequel on va être impliqué, la première journée j'étais malade, j'y ai pas été. N'est-ce pas, c'est un hasard totalement. Bien. Et puis j'ai été pour la 2e journée, et je me suis dit, je suis chez des dingues. Il y avait des gens qui étaient là, il y avait Benjamin au clavier, les gens, ils levaient le bras comme ça, puis ils disaient « Ya, 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 ya !» Alors, je dis, ça va pas la tête. Ok, donc, voilà, je me suis dit, à midi, je vais dire que je suis encore malade. Et puis on passe. Chacun notre tour. Alors j'y ai été. Or, il se trouve que, quand on est psy, normalement, quand on s'occupe de gens, on travaille d'abord sur soi. Parce que je dirais que dans une relation thérapeutique, le frein, c'est le thérapeute. Principalement, et vraiment principalement. Donc il y a un travail sur soi phénoménal. En fait, on sert de nos passions pour aller mieux, faut pas chercher. Et donc j'avais des tensions très très profondes. Je savais qu'elles étaient là, je travaillais dessus évidemment par hypnose. Mais ça patouillait bien, quoi. Et donc, Benjamin m'explique comment me tenir, etc. Je me dis, ils sont vraiment pas. Voilà. Et je commence, je le fais, quoi. Bon, je dirais, je le fais, je me laisse pas complètement faire. Attention, faut pas déconner, ça c'est beaucoup plus tard. Bon. Et mon corps se met à trembler tout seul. Je suis habité, envahi par des soubresauts, mon corps se met à trembler. Rien fumé, rien picolé, rien. Ok. Et là, je me dis, il se passe réellement quelque chose. Parce que quand le corps il se met à trembler comme ça, ce sont des tensions qui sont en train de partir. Bien. Et donc, je finis de passer, je retourne à ma place. Vous voyez. Et là, je sens que les tensions sur lesquelles je travaillais depuis un bon moment, elles sont parties. Il y en a même d'autres que je m'étais dit, je verrai ça plus tard. On en trouve toujours. Et là, je me dis, je reste. Et donc, je commence à regarder ce qui se passe différemment. Je commence à vivre ce qui se passe différemment. En tant que thérapeute, connu, etc., reconnu, etc., n'est-ce pas? J'avais toujours une prise de distance par rapport à ce qui se passe. C'est moi, n'est-ce pas? Ok, bon. Et là, je me laisse prendre par le truc, par l'énergie du groupe, etc. Je deviens un des stagiaires. C'est plus Sansfelder, c'est un des stagiaires. C'est un mec normal, quoi. Bon. Et là, je suis envahi par plein de choses. Et je constate qu'effectivement, comme vous le disiez Benjamin tout à l'heure, quand les autres passent, il se passe plein de choses à l'intérieur. Et ce que je constate d'un point de vue technique, parce que ça reste quand même, c'est qu'en fin de passation, les gens, ils sont sous hypnose. Ils sont dans un état d'hypnose. Et je trouve cette méthode, je me dis, c'est génial. Bon. Et je me dis, mais puisqu'ils sont en hypnose à la fin, si on les mettait en hypnose au début,
Mais ce serait encore plus efficace. Ça se ferait encore plus, parce que quand on est sous hypnose, on reste, encore une fois, dans l'hypnose qu'on pratique, on reste conscient. Mais c'est un état de laisser les choses se faire. Alors ça va optimiser la méthode. Et puisque j'ai des traces du côté gentil, j'ai Benjamin, hop, sur la nappe en papier. J'ai dessiné, tu te souviens? J'ai dessiné le cerveau, etc. Puis je lui ai expliqué, et en fait là ça agit là-dessus, Ah, voilà. Et il faut les foutre sous hypnose, il faut qu'on essaye. Et Benjamin, ça l'a intéressé aussi. Il s'est dit, tiens, j'ai trouvé un autre allumé. Et donc on a, par petites touches, on a expérimenté. Avec l'accord, etc., des personnes sur qui on faisait, enfin, etc. Au début, c'était très très clair. C'était dans des stages de souffle-voix, et on disait aux gens, voilà, il y a Bernard qui est là, on est en train d'expérimenter, c'est-à-dire qu'aucune garantie d'effet, on est vraiment dans l'expérimentation, on sait que ça ne fera pas de mal. Déjà, c'est pas mal, parce que souvent les pratiques comme ça, il faut faire gaffe, et on a commencé à développer. Et on s'est aperçu que les retours étaient phénoménaux. Attention, on met les choses à leur place. Mais, waouh, les retours étaient là. Moi, je me suis aperçu dans ma pratique, parce que j'ai le même clavier à la maison, et donc, je me suis mis, pareil, j'ai demandé des bases à Benjamin, je suis en formation au niveau de la pneumophonie, mais je me suis aperçu que quand mes patients, il y avait une hypnose, et qu'après, ils faisaient des yiyouya, etc., ça optimisait complètement les choses. La restructuration se faisait. Il y avait plein d'autres tensions qui partaient. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment complémentarité entre les deux approches. Et on s'est mis à creuser, jusqu'à mélanger les deux approches dans une pratique donc commune qu'on a appelée, alors c'est Benjamin qui a trouvé le terme, ainophonie. Alors, aina, c'est l'être. Ainaï. Merci. Donc, le son, la voix, de l'être. Et donc, Benjamin, en fait, a trouvé le terme pour ce que je faisais, parce que moi, ça faisait plus de 10 ans que les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Rien, je bidouille. Voilà, alors, la méthode Sensfelder, mais non, puisque on apprend ça à d'autres, ils vont pas faire de la méthode Sensfelder. Ils s'en foutent de Sensfelder. Et du coup, ça a donné le terme ainothérapie. Voilà. Le soin de l'être, ou le soin par l'être. Avec cette notion, et j'insiste là-dessus parce que ça fait partie des choses qui me passionnent dans cette démarche, parce que je suis un passionné du zen, de pratique zen, c'est ne rien faire. Permettre que les choses se fassent par elles-mêmes. C'est le bébé, hein? C'est vraiment ça. Et donc, voilà, on travaille cette méthode. C'est rajouter Mylène, qui permet de créer toute une dynamique, que ce soit au niveau réflexion, avec tout un apport complètement différent de nos formations à nous, un apport différent, que ce soit au niveau de la pratique, avec une énergie différente. Et donc il y a une dynamique à 3, et ça circule un maximum, de façon à ce que la méthode soit en mouvement. C'est-à-dire que Bernard nous forme en ainothérapie, je les forme en souffle-voix. Ouais. Alors, juste une chose, je complète. Bernard a vu des gens qui tombaient sous hypnose, plutôt en fin ou en deuxième partie de pratique. Il se trouve que si la personne est vraiment dans l'esprit du souffle-voix, elle y est tout de suite. Mais au départ, les gens font comme ils peuvent, et on provoque un lâcher-prise. Donc la personne, elle résiste au départ. C'est le personnage qui résiste, en fait. Personne, voilà. Et au bout d'un moment, ça se fait. Donc l'idée de départ, comme l'a dit Bernard, c'était « et si on faisait sous hypnose tout de suite ?» Ça éliminerait un certain type de tension. En réalité, moi je me suis aperçu qu'il y avait toute une phase de ma formation pendant 2-3 ans où Serge Wilfard, quand je passais, ne me disait rien. C'est-à-dire que tout se faisait tout seul. Il ne me mettait pas dans une posture particulière, il ne me donnait aucune indication. Et rétrospectivement, c'est parce que j'étais déjà en auto-hypnose avant de passer, mais sans connaître la technique. Donc lui, il nous disait, il faut être prêt avant de venir sur le tapis, mais il ne nous disait pas comment faire. Donc c'était un état particulier. Là où vraiment l'apport de l'ainothérapie est intéressant, c'est qu'on va pouvoir cibler certains traumatismes
certaines peurs, certaines culpabilités, ce qu'on ne faisait pas du tout avec la pneumaphonie. La pneumaphonie, on travaille sur l'instrument, la vie de la personne bouge, mais c'est son problème, on ne sait pas ce qu'il travaille. Des fois, il y a des gens qui pleurent en plein sur le tapis, on ne sait pas pourquoi. La démarche était de ne pas mettre des mots dessus. C'était une démarche anti-psychanalytique. De ce point de vue-là, c'était plutôt une chose intéressante. La chose, c'est que parfois, en soufflet-voix, la personne, elle peut tourner pendant 2, 3, 1 ou 2 stages autour d'une même tension qu'elle n'arrive pas à enlever. Et ce qui est intéressant, c'est que Bernard a une perception des gens, des traumatismes, etc. Et que j'ai vu que quand il enlevait cette chose-là, directement après, la voix changeait et que ce changement était définitif. Ayant des gens en énothérapie, énophonie, donc énothérapie plus pneumaphonie, j'ai aussi travaillé sur des traumatismes de certaines personnes et c'était évident qu'après avoir ciblé quelque chose, la voix de la personne changeait. Et en même temps, comme Bernard vous l'a dit, ce qui est intéressant, c'est que le soufflet-voix apporte beaucoup de puissance à ce travail hypnotique. Et moi, si j'ai un peu un reproche à faire à l'hypnose, c'est qu'on peut mettre la personne sous hypnose, mais qu'elle n'est pas nécessairement centrée. Parfois même au contraire. Alors que le soufflet-voix centre. Et ça, c'est un élément fondamental de la méthode. C'est-à-dire pouvoir toucher cet état de relâchement et de lâcher prise tout en étant centré. Ce qui fait que les gens, on peut manipuler les gens en hypnose, c'est parce qu'en fait, on joue sur leur état de dissociation, ils ne sont pas centrés et on leur balance plein de trucs. Là, quand vous êtes centré, vous êtes conscient de ce qui se passe et vous avez de la force en vous. Vous n'êtes pas une éponge. Donc voilà, c'était des choses qui fait que les deux pratiques se nourrissent vraiment de manière intéressante. Est-ce que vous avez des questions sur l'une ou l'autre des interventions d'ailleurs? Moi, je vous entends parler. Si je pense au Qigong, c'est normal? Oui. On est d'accord, on est quand même dans une philosophie qui s'approche. Bien sûr, il s'agit. Voilà, Le Qigong, c'est le Qigong, à la base, ce sont des mouvements spontanés qui ont été mis en forme ensuite. Il s'agit de faire circuler de l'énergie. Et en fait, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'à la base, comme comment ça s'appelle, le Tai Chi, ce sont des mouvements spontanés, des mouvements d'énergie spontanée qui ont été codifiés. Et le principe étant pour nous occidentaux de passer par le codifié pour pouvoir en sortir, retrouver la spontanéité. C'est-à-dire que le corps, il s'agit de laisser le corps faire tout seul. Un bon pratiquant, enfin quelqu'un qui est bien encadré en Qigong, encore une fois, pour que ce soit super bien encadré, à un moment, va complètement lâcher. Il va laisser le corps faire. À partir du moment où il laisse le corps faire, il y a plein de choses qui vont se passer. Tout à fait. Oui. Il y a plein de liens. Il n'y a pas une méthode qui est bonne. Hein. Ça se rejoint tout à fait. De toute façon, ce sont des principes universels. Ouais. Après, la mise en œuvre est différente. Tout à fait. Ça fait quand même peur, tous les deux, votre truc. Enfin, non, mais attention. Alors, notre couple, ça fait 2 ans. C'est bien. Ouais. En fait, c'est... Bon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on parle quand même de choses qui sont radicales. Oui. Enfin, moi, typiquement, j'arrive... je suis dans cette énergie Oui. de radicalité, de changement. Enfin, quand on vous écoute, on se dit, oh putain, si on va les voir, les deux, on ressort, on n'est pas les mêmes, quoi. Il va falloir changer les trucs. C'est un peu le but du jeu. Oui, non, mais je veux dire que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais il y a quand même, ce qui s'appuie sur la démarche, c'est que quand le cerveau va bien, le bien-être est naturel. Le bien-être est votre état naturel selon Bernard. Non, j'entends Ok. bien, enfin, quand on se débarrasse du l'harmonie- personnage, enfin, je veux dire, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir continuer. En fait. On est quand même dans le radical. Ah bah non, il y a des choses qui vont pas continuer. Ça, c'est en énothérapie, c'est ça. En énophonie, c'est ça. Les gens, ils viennent pour qu'un changement ait lieu. Sinon, ils vont voir ailleurs. Hein. Donc ils divorcent après votre séminaire. Ou au contraire. Ou alors le conjoint vient chez nous et les choses s'harmonisent. Oui. Voilà, bah, il y a plein de choses. Ou au Mais, contraire, alors qu'ils oubliaient de montrer à l'autre qu'ils l'aimaient depuis 30 ans, brusquement, ils vont se mettre à, au lieu de penser à acheter une baguette de pain, il y aura une petite fleur.
Peut-être qu'il oubliera, l'autre d'acheter le pain, mais... Vous voyez ce que je veux dire, etc. Alors, ensuite, et ça fait partie des choses qui m'ont fasciné quand j'ai commencé à travailler avec Benjamin, sur lesquelles j'étais extrêmement exigeant dans mon travail d'hypnothérapeute, c'est qu'on ne force rien. Et le fait de ne rien forcer, c'est-à-dire le fait de ne pas enfermer la personne dans notre perception de ce qui serait bon pour elle. Donc, éventuellement, le fait de ne pas répondre à sa demande. Parce qu'on ne sait pas quand on répond à une demande si c'est bon pour la personne. Je veux ci, je veux ça, mais qu'est-ce qu'on en sait? Vous voyez? Donc, ce dispositif, avec l'ambiance qu'il crée autour, va permettre aux choses de se faire au rythme de la personne. Donc il y a des gens, de stage en stage, comme moi en séance, ça dépote, ça va à une vitesse dingue. Et il y a des gens, non, leur rythme, il faut pas, c'est dangereux. On a même vu, on peut aller encore plus loin, on a même vu, et ça, pour moi, ça a été un truc de, de confirmation qu'on était dans quelque chose qui était protecteur pour les gens. Ça ne les mettait pas en danger, parce que j'en ai tellement vu des méthodes qui bousillent les gens, j'en ai tellement récupéré des gens qui étaient passés par des trucs. Voilà, bon. Ou alors je pouvais les bousiller, les renvoyer chez moi après, mais ça pose des problèmes éthiques. Bon, quand même, il y a des petits... bon. On a vu une jeune femme qui partait en hypnose comme un rien. Parce qu'il y a des gens qui partent pas, encore une fois. Qui... Dans les différents exercices qu'on propose, etc., il y en a, c'est complètement individualisé. Il y en a, on fait passer à peu près tout le monde dans le même truc. Enfin, il y a tout. On va pas tout le temps, pendant 3 jours, faire exactement la même chose. Ça, c'est vivant. Et donc, elle voit les autres passer pour un exercice. Elle est partante, elle veut y aller. Elle voit en plus le truc, elle a bien compris, etc. Et donc, elle se met en position. Et pas moyen de la faire partir en hypnose. Sur cet exercice-là. Elle part pas. Donc... on ne fait pas avec hypnose, on fait autrement. Et l'exercice d'après, hop, elle part en hypnose. Moi, j'interprète ça en disant que, pour elle, ça aurait été mauvaise qu'elle parte en hypnose et que cet exercice ait lieu sous hypnose. Voilà. Donc ça, c'est pas fait. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Le fait que, parfois, ça ne marche pas, c'est bon signe. Vous voyez, voilà. Mais je reviens au point de départ de ce que vous disiez. Ah oui, le but du jeu, c'est que les gens changent. Alors, ce qui pose problème à l'entourage. Parce que quand les gens ils changent, d'abord, c'est l'entourage qui s'en rend compte, puisque le but du jeu, c'est que la personne. Donc les gens, ils ne se rendent pas compte, souvent. Puisque c'est spontané, c'est évident. Je me souviens en hypnothérapie d'une dame complètement terrifiée par les autres, incapable de dire non dans son coin, etc., qui n'osait jamais rien demander, etc., puis qui, je la vois, une séance, etc., on travaille sur un truc, paf, et puis 15 jours après, elle revient, et puis on discute un peu, quoi, et puis je lui demande s'il y a des choses que, voilà, ça a servi, ou non, paf, et puis 5 minutes après, elle me dit, ah ouais, dans mon boulot, finalement... il cherchait quelqu'un pour faire de l'informatique, c'est pas ma formation, mais c'est une de mes passions. Alors j'ai été voir le chef et je lui ai pas lâché le morceau, j'ai tenu le truc jusqu'à ce qu'il me donne le poste. Et elle s'en était même pas rendue compte, tellement c'était spontané pour elle. Alors par contre, l'entourage, en l'occurrence son mari, lui, il se rendait compte qu'il y avait des choses. Et lui, dans son cas, il freinait. D'autres maris auraient été, au contraire, super heureux. Vous voyez là, parce que bon, pareil, ça c'est des choses, on est juste là. Mais quand on tombe amoureux, je parle d'amour, je parle pas de désir. Quand on tombe amoureux, c'est le bébé dans nous qui flash sur le bébé en face. Faut pas chercher. Hein. C'est pour ça qu'on n'y comprend rien. C'est pour ça que c'est pas logique. C'est pour ça que quand l'autre il nous dit pourquoi tu m'aimes, toutes les réponses c'est à côté. Hein. Parce qu'on sait pas pourquoi. C'est une histoire de bébé. C'est tout. Et c'est vraiment ça. C'est la personne. Je dérive. On revient sur le... D'autres questions? Oui, vous disiez que vous étiez à trouver les résistances pour se trouver soi-même, en quelque sorte, un petit peu. Enfin, c'était un peu le but. Mais quand on connaît pas, quand on sent qu'on a des résistances, mais qu'on ne les connaît pas, comment il y a un mode d'emploi pour les trouver? Il y a un... Alors, en souffle et voix, ça va apparaître sans qu'on ait besoin de discuter, par une énergie, une tension.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Bernard a passé une partie du week-end, moi, à le faire chanter, et lui a formé Mylène et moi sur comment conduire un entretien, pour repérer les blocages. Donc c'est le travail du thérapeute. Ça, c'est en séance individuelle. Attention, il y a Oui, les séances individuelles et il y a les stages. Mais En il y a des stage, séances, les il y a gens, une ils phonie déballent individuelle. pas leur vie privée. Hein. Oui, tout à fait. Ok, moi, les stages où les gens, ils arrivent et ils déballent leur vie privée, etc., eh ben, ça m'intéresse pas. Ok. Ensuite, il y a des choses qui sont communes de par la culture. Ensuite, il y a des choses où on repère non pas l'origine du problème, mais la tension. Et à partir du moment où la tension, c'est-à-dire la trace d'un événement passé, parce que c'est pas l'événement qui est important. On s'en fout, c'est passé. Ce qui est important, c'est la trace qui est restée dans le cerveau, dans le corps. C'est ça qui pose problème, c'est pas l'événement. Alors ça, à partir du moment où la personne la sent, alors si elle ne la sent pas, ça veut dire qu'il y a besoin d'un travail avant, justement par rapport au corps. Et le fait de chanter, ou l'hypnose, va permettre de... Moi je vois plein de gens, ils me disent « Ah ouais, je suis complètement détendu ». C'est une corde de piano qui est en face de moi. C'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc il y a un travail préliminaire, je dirais, avant qu'ils s'en rendent compte. Mais ça fait quoi? Ça fait partie de la construction du personnage, le fait de ne pas s'en rendre compte. Il y a des raisons, mais surtout il y a des traces. Il y a des traces qui agissent là-dessus. Donc en fait, alors là, notamment par le chant, on va pouvoir changer des choses dans la perception du corps. Vous voyez là, voilà. On est tous différents, il y a tous des biais, des chemins différents. Mais on n'aura pas besoin d'aller dans toutes les histoires, machin, etc. C'est pas la peine. Puis il y a des choses qui sont évidentes. D'abord, tout bête, se mettre debout au milieu des gens pour faire du bruit. Vous vous rendez compte, faire votre intéressante. Mais les gens sont terrifiés. Donc les peurs, elles sont là. Donc on peut y aller. On peut directement demander au corps de commencer à travailler sur les tensions qui sont là. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Il y en a plein tout le temps. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Pas complètement. On n'a pas, comment dire, c'est une croyance de notre culture qu'on a besoin de connaître la cause pour mesurer l'effet. C'est faux. Un type est dans un puits. Il est au fond d'un puits à sec, ok? Il est au fond du puits. Dans notre culture, on nous a appris à réfléchir à pourquoi il s'est retrouvé dans le puits. C'est ça qu'on a appris, ok? On n'en a rien à faire. Ce qui est important, la première chose qui est importante, et c'est la plus difficile, c'est qu'il accepte qu'il soit dans le puits. Parce que la plupart des gens vont refuser la réalité dans laquelle ils sont. Elle est partie, ma femme est partie, je passe mon temps à lui en vouloir, je passe mon temps à réfléchir qu'elle n'aurait pas dû partir, je réfléchis sans arrêt à ce que j'aurais dû faire, machin, tatatat. Elle est partie. La réalité, c'est je suis tout seul. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'instant présent, le monde tel qu'il est. Installer d'abord les gens dans ça. Ça, c'est du lâcher dans l'instant présent. Et quand la personne lâche dans l'instant présent, brusquement, elle peut voir le chemin pour sortir du puits. Ce ne sera pas facile, hein? Il va falloir trouver les points d'appui, il va falloir machin, etc. Ça va être de l'escalade. Mais le point de départ, c'est l'acceptation de la réalité présente. Hypnose, pneumaphonie, on est complètement là-dedans, dans l'instant présent. Peut-être ça répond bien. Oui, merci. Voilà. Et pour finir, l'auto-hypnose, Oui. vous l'apprenez en séance particulière ou alors ou aussi dans votre bouquin? Dans le bouquin, vous avez la méthode de base. Et il y a plein de gens qui ont résolu plein de trucs parce que j'explique non seulement comment se mettre en auto-hypnose, mais quoi y faire. Évidemment, ouais, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, de façon à ce que les gens puissent réellement utiliser cet état-là. Donc ça, c'est une chose. Lors des stages, tous les stages d'hypnophonie, on apprend aux gens à se mettre en auto-hypnose. Ça fait partie des choses qu'on apprend aux gens. Normalement, quand ils sortent du stage, ils savent se mettre en auto-hypnose et ils savent comment trouver sur quoi travailler. Et l'envoi. Et en pratique individuelle aussi. Ouais. Et en pratique individuelle, etc. Et ils ont, ils ont quelque chose qui a bougé sur leur voie. Ensuite, là c'est Benjamin, autant en hypnose, moi je suis pour que les gens travaillent par eux-mêmes, autant au niveau pneumaphonie, oula. C'est plus compliqué parce qu'on ne s'entend pas chanter. Donc il y a des exercices respiratoires,
il peut y avoir des exercices posturaux, pardon, mais le corps va faire au fur et à mesure par lui-même. Okay, donc il n'y a pas besoin. Voilà. On a aussi inventé d'autres exercices pour que quand on est en relation avec quelqu'un, ne pas perdre sa voix. Parce qu'il y a des gens qui ont leur voix naturelle, et puis dès qu'ils sont en relation, ils perdent leur voix, parce qu'il y a des tensions qui arrivent. Donc voilà, parce qu'ils ne sont pas centrés. Là-dessus. Ils ne sont pas centrés. Donc, des exercices de centrage, etc. Donc, dans le souffle et voix, à l'origine, on est au centre, on a plein d'informations à l'intérieur, puis il y a le cercle autour. Là, de plus en plus, maintenant en stage, je demande à une personne de regarder l'autre dans les yeux. Et déjà de rester centré à l'intérieur en regardant l'autre. Et d'utiliser sa voix. Donc on est aussi en recherche par rapport à ça. Ah bah ouais, le but du jeu, c'est que les gens aient mieux. Hein. C'est, au niveau attendez. du timing, si on veut... Vous voulez pas une autre couple, là? Je vais bien me joindre à vous deux. On pourrait... si on fait une thérapie, finalement c'est quand même une thérapie, puisqu'on a l'énothérapie et la pneumophonie, ça fait l'énophonie. Ok. Vous parlez de stage, mais ça veut dire combien de temps, combien de fois alors je sais bien que c'est différent suivant les personnes, mais concrètement pour arriver, pour trouver son centre, sa voix et enlever ses carapaces, ça prend combien de temps? Alors, dans le domaine du souffle et voix, il faut être clair. On est dans le domaine de l'utopie. C'est-à-dire que vous changez tout le temps, et une voix, ça construit sur sa vie. D'accord. Mais le but, c'est l'aspect thérapeutique. D'accord. Okay, en ce qui concerne l'aspect thérapeutique, Bernard vous dirait que ça dépend des gens, oui. Évidemment. Par contre, ça va bouger des premiers stages, ça c'est clair. Ah oui, ça c'est très clair. 6 séances, vous aviez dit. On a une thérapie à mon cabinet. Et avec son expérience à lui. Avec mon expérience à moi. Donc, en individuel. En moyenne. Les gens ils disent ah bah non, j'ai eu 2 séances, ça va pas, il m'en faut 6. Non, c'est en moyenne. Voilà. On peut pas dire à l'avance que vous aurez besoin de tant de séances. Parce que des fois, vous ouvrez le truc, puis vous découvrez d'autres choses. Donc, alors un stage, ça dure 3 jours. Ou 2 jours et demi, on va en faire aussi. Mais c'est 3 jours, pourquoi? Et ça, c'est un truc que j'ai compris en travaillant avec Benjamin, c'est que il va y avoir une période de déconstruction du personnage qui va se faire donc et par l'hypnose et par la voix, mais il ne s'agit pas de laisser repartir les gens déconstruits. Et puis le physique a besoin de temps, tout simplement. Donc, ouais. Donc c'est pour ça, il faut du temps. La première journée de stage, ce soit en souffle et voix, enfin en souffle et voix en tout cas, les gens sont sur beaucoup de tension. C'est encore le personnage qui chante. Et c'est pour ça qu'en 2 ou 3 jours, ça finit par lâcher. Il y a quelque chose de plus paisible qui s'installe. Et la personne accède à sa force plus naturellement. Mais au départ, elle guide sa force comme elle peut, et de manière malhabile en fait. Donc il y a une structuration du stage de façon à arriver à ce que quelque chose lâche, comme l'histoire du tir à l'arc, hein, c'est quelque chose qui tire, et ne pas laisser les gens repartir dans un état où il va leur falloir 3 mois pour pouvoir remettre les pieds sur terre. Parce qu'encore une fois, on est sur des choses fondamentales. Tous les 3 jours, ou 2,5 avec toute une soirée, etc., qui est je ne sais plus combien d'heures, enfin, etc. Voilà. Et alors, au niveau du travail individuel, comment ça se passe par rapport à ce que tu veux nous dire? En hypnothérapie, c'est des entretiens d'hypnose à Lyon, c'est avec Mylène ou avec Benjamin, surtout avec Mylène. En hypnophonie, c'est avec Benjamin et souvent assisté de Mylène. Oui, on travaille ensemble toute l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est que donc maintenant je fais hypnophonie, donc je vois des gens en individuel, ce qu'on faisait pas tellement en souffle et voix. Nous on prenait les gens en stage, on donnait la dose, puis ça bougeait dans tous les sens après, voilà. Là, comme ça devient plus thérapeutique, maintenant j'ai un regard, et c'est clair que les gens qui font quelques séances individuelles, qui font de l'auto-hypnose chez eux et qui font un stage, ça progresse, mais comme ça. Ah ouais. Tandis que sinon, ça va plus progresser par... voilà, si la personne n'investit pas de la même manière, elle ne fait pas d'auto-hypnose chez elle, par exemple, ça va être plus en spirale, quoi. Vous faites des stages souvent?
Alors, ça se met en place. Nous, on en fait des hénophonies, on en fait 5 par an. 5 par an. Voilà, Demain, ça se développe. Il y en a un demain qu'on commence. Ça se Pour ça que je développe. suis là. Et ça me t'arrive, Toi, hein, t'en fais pas mal, les souffles-voix. J'en fais une petite dizaine. Ouais. C'est à Lyon. C'est un peu partout. Non, c'est un peu partout. Ouais. Ça va de la Bretagne à Montpellier. Voilà. Et Londres qui est bientôt prévu. Donc vous, Benjamin, vous faites aussi donc, de l'hypnose maintenant, enfin, Oui. Donc de Oui. l'hypnothérapie. La spécialiste d'hypnothérapie à Lyon, c'est Mylène. Mais je fais aussi hypnothérapie et hypnophonie, c'est-à-dire que je fais la combinaison des deux. En fait, l'hypnothérapie, c'est quelque chose d'éprouvé depuis longtemps par Bernard. La pneumophonie, c'est éprouvé depuis longtemps. Et la hypnophonie est nouvelle. Voilà. Vous êtes les deux. Bah, oui, on est les pionniers, oui. Voilà. Oui. J'ai évoqué votre travail, enfin, du moins la conférence à quelqu'un, et il m'a répondu c'est de la rebirth. Non, ça n'a rien à voir. Alors d'abord, la rebirth, on respire ici. Rebirth. Rebirth, on respire en haut. Respiration connectée, etc. Une expérience de rebirth, une expérience de respiration connectée, etc., conduit à une forme d'hypnose, comme plein d'autres pratiques. Ceci étant dit, le cadrage n'est pas du tout le même. Et comment dire? Le soufflet-voix est très structurant. Ouais. C'est vraiment construit à la cathédrale. C'est très spécifique à cette méthode. Hein. Donc après, on peut donner de la voix dans tous les sens. Mais voilà, là, il y a un côté, on construit la verticalité. Hein, avec des règles précises. Donc voilà, Rebirth, ça peut aller dans tous les sens. Alors potentiellement, la personne, ça peut arriver que sur le tapis, ça aille dans tous les sens. C'est un passage. Le but, c'est qu'elle arrive à canaliser son énergie. Le soufflet-voix, c'est très yogique. Hein. C'est très yogique, c'est un système très structuré. Voilà. D'autres questions? Oui. Vous avez dit quelque chose au début, dans ma tête j'ai réagi mais j'ai pas dit à haute voix. Vous avez dit que quand on fait des choses c'est pour montrer son amour. Par exemple l'enfant qui montre son dessin c'est pour montrer qu'il aime. Quand on va aider un copain c'est parce qu'on l'aime. Oui. Vous êtes absolument certain? Il n'y a pas des gens qui font les choses parce qu'ils veulent être aimés? Alors. Qui sont gentils parce qu'ils veulent être aimés, enfin qui rendent service parce qu'ils veulent être aimés, et c'est ça qui les... Là, c'est une grosse question. Mylène serait là, elle dirait « Ouais, tu vois !» Et ça fait partie des choses intéressantes de travailler à trois, justement. Bien. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Au début de mon bouquin, j'ai mis un avertissement comme quoi personne n'a la vérité et que c'est une paire de lunettes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une formation de psy classique. J'étais même lacanien. Voilà. J'étais publié en tant que lacanien, enfin machin, conférencier lacanien. J'ai fait voilà. J'ai un petit peu fait bouger les choses. Partout. C'est ce qu'on lit. C'est-à-dire, on est confronté au le gamin, il est pas sage, c'est pour qu'on s'occupe de lui. J'irai encore plus loin, et ça a un sens. Ok? Bien. Partout. Bien. Et puis, mon expérience de thérapeute, mon expérience personnelle, je me suis dit, mais il y a trop de trucs. Et puis, il y avait un truc qui ne collait pas. C'est tout bête. C'était qu'à chaque fois que quelqu'un me faisait un cadeau, sans aucune raison, si ce n'est qu'il m'aimait bien, j'étais gêné. Qu'est-ce que je fais de ça Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une gêne, il y avait un... Or, si on faisait les choses pour qu'on nous aime, bah on n'est pas gêné. C'est bah ouais, on m'aime, ouais, ça marche, normal, c'est tout. Alors que là, non. La personne qui vous offre le cadeau. Là, Je parle pas de vous, je parle de la personne qui vous offre le cadeau. elle fait ça parce qu'elle aime, elle donne. C'est pas pour que je l'aime en retour. Il y a des gens qui sont manipulateurs. Il y a les manipulateurs. Attention, dans ce cas-là, on est dans de la pathologie, on est dans du grabouillis. Mais il y a des gens qui, quand les gens manipulent, c'est parce qu'ils vont Au pas revoir, bien. merci d'être venu. Voilà, quand les gens manipulent, c'est parce qu'ils ont peur. Alors je vais encore plus loin. Il y a des personnes, alors là, on y est pour jusqu'à demain, mais il y a des personnes qui manipulent leur entourage, et derrière ça, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont en train de protéger les autres du monstre qu'ils croient être. Et ils peuvent faire des dégâts extrêmement graves dans leur entourage. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Je vais reprendre l'exemple du gamin qui va pas bien, qui pose problème à l'école. Ok, on prend un truc tout bête, quoi. Bien. Ce dont je me suis aperçu, c'est que le gamin qui pose problème à l'école, bien souvent, c'est parce que, par exemple, il y a un de ses parents qui va pas bien à la maison. Et en fait, lui, tout ce qu'il aimerait, c'est pouvoir protéger son parent. Et il se sent coupable de ne pas être capable d'aider son parent. Et donc, il va pas bien. Et comme il va pas bien et qu'il culpabilise de ne pas arriver à aider son parent, il est bourré de tension. Et il a plein de grabouillis qui se déclenchent automatiquement. Vous voyez là, voilà. Mais à la base, c'est parce qu'il veut donner. À la base. Et ça, c'est un truc... Ensuite, il y a la base, et puis il y a ce qui... Ah ouais, ça change tout. Dans une salle de classe, les enseignants sont beaucoup victimes des grabouillis des élèves. Oui. Moi, je pense à des adultes. Mais plein d'adultes, pareil. Le mouvement de base, c'est ça. Moi, quand les gens sont dans un truc de vouloir être reconnus, c'est qu'ils ont peur. C'est tout. C'est qu'ils ont peur. Alors attention, c'est qu'ils ont peur des autres. Et c'est qu'ils ont peur de ce qu'ils croient qu'ils feraient s'ils se laissaient aller à être eux-mêmes en présence des autres. Vous voyez là, voilà. Et donc, je vais les faire travailler sur la peur. Ce que décrit Bernard, c'est un mouvement qui est perturbé. Ouais, exactement. Il y a bien ce mouvement qui est origine, mais après, voilà, c'est après que ça dévie. Donc après, on prend le comportement qui est d'offrir un cadeau, mais il y a déjà plein de mouvements avant, de perturbation. Il y a quelque chose de très très important quand les gens passent, je reviens sur le sujet hénophonie, parce que alors là, si on part sur mes trucs, parce que là, on n'a pas abordé les neurones miroirs, les machins, vous verrez, c'est encore plus compliqué que ça. Ça va encore plus loin, c'est encore plus déstabilisant. Voilà. Parce que vous verrez que c'est pas ce que fait l'autre qui nous embête, c'est le fait que nous, on le reproduit dans notre cerveau et que ça déclenche nos interdits. Donc, voilà, ça va très très loin. Et donc, la personne qui est en train de chanter, qui est en train de passer, elle est confrontée au fait d'envoyer, elle est confrontée au fait de donner. Elle est dans ce mouvement. Bien sûr, elle est là pour elle, à la base. Mais elle est en train de donner. Mais elle a peur de lâcher. Elle a peur de lâcher parce qu'elle est convaincue que si elle lâche, il y a ce truc-là qui va sortir et que ce truc-là va être atroce, il va faire du mal aux autres. C'est-à-dire que d'un côté, elle donne, mais en même temps, elle a peur de donner. Et ça fait un sacré conflit à l'intérieur. Or, ce conflit à l'intérieur, elle ne peut en sortir qu'en lâchant, en se laissant faire, en laissant le corps faire par lui-même. Et à un moment, et ça c'est à tous les stages, à un moment, on entend quelqu'un qui dit « Mais c'est moi qui ai eu cette voix-là !» C'est pas possible. C'est-à-dire que les gens, brusquement, alors là, pour ce qui est du changement, ne reconnaissent pas la voix qui vient de sortir. Et leur première réaction, c'est de la peur. De la peur de faire du mal aux autres. C'est vraiment, là, j'ai participé en tant que stagiaire, mais bon, il m'a fait un peu intervenir, à un stage de souffle-voix, parce que moi, c'est le pied que j'y fais en tant que stagiaire. Mais, et on l'a eu là, on l'a eu 3 ou 4 fois, ça. C'est venu, on a eu une personne, ça sortait après, c'était pas de la peur des autres qui venait, c'était vraiment la peur de faire du mal aux autres. Encore une fois. Donc, à la base, le mouvement vers l'autre, le mouvement vers le monde, il est là. Ensuite, il est bloqué. Vous voyez, voilà. Mais je sais ce que j'explique, et c'est un des points que j'explique qui est complètement différent de ce que mes collègues... si c'est pour dire la même chose que les collègues, c'est pas la peine. Vous allez perdre votre soirée. Je veux dire, ça sert à rien. Voilà, donc ça c'est un des points qui est fondamental. Et quand on l'a, que ce soit vis-à-vis des adultes ou vis-à-vis des enfants, ça change la lecture de tout ce qui se passe. Ça change la lecture de tous les comportements. Et quand tu es un manipulateur qui vont très mal, ils viennent rarement à une séance. Oui. C'est trop dangereux. Ah oui. Et ils le sentent, ça remettrait tout le système en cause.